Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Fidèle au poste. J'espère que ça va bien. Donc, moi, c'est Marianne. Moi, c'est Marie-Lou. Aujourd'hui, nous avons une invitée pour l'épisode, puis nous l'avons en Zoom. Donc, l'audio sera pas pareil. Là. C'est juste pour... il va y avoir une petite différence à les invités d'habitude. C'était juste une petite note comme ça. Là. Donc, on va vous présenter l'invitée d'aujourd'hui. Elle se nomme Julie Godin. C'est une étudiante au doctorat de l'École de travail social à l'Université d'Ottawa. Julie a fait sa maîtrise en travail social à l'UQAC, puis elle travaille depuis plusieurs années en recherche dans le milieu communautaire sur la question des violences faites aux femmes, principalement avec les femmes en situation de handicap. Elle débute sous peu sa thèse qui porte sur les violences sexuelles et grossophobes et leurs effets sur leur rapport à notre corps après l'agression pour les femmes au Québec. Julie est lauréate d'une bourse Vanier visant à souligner l'excellence en recherche, le leadership et l'implication dans sa recherche. Donc, merci beaucoup, Julie, d'être là avec nous. En fait, on est super reconnaissante là, de t'avoir sur le podcast ce matin parce que disons qu'avec le travail que tu entends, on est vraiment choyés que tu aies pris le temps de venir nous rencontrer puis de t'avoir parmi nous, dans le fond. On a trouvé ça pertinent de t'avoir sur l'épisode d'aujourd'hui pour que tu viennes nous parler là, de ton projet qui porte principalement sur les femmes victimes de violences sexuelles dans un corps gros. On sait que les normes de beauté véhiculées dans la société là, prônent principalement la minceur puis qu'elles touchent principalement les femmes comparativement aux hommes. C'est ce phénomène-là aussi qui accentue le concept de grossophobie. Donc, l'épisode va vraiment consister à démystifier ce phénomène-là, puis à ce que tu présentes là, tes projets. Donc, merci encore d'être là. On est vraiment, vraiment contente. Merci à vous deux. Ça me touche vraiment beaucoup aussi de pouvoir être ici aujourd'hui. Je trouve que quand on fait de la recherche, c'est important de pouvoir en discuter, de pouvoir avoir un espace là, dans lequel on peut parler de tout ça. Puis vous faites vraiment un très bon résumé là, jusqu'à maintenant. Merci. Parfait. Donc, on peut conclure l'épisode. C'est pas vrai. Donc, en fait, on va vraiment commencer par te poser la question qu'on pose à toutes nos invités. Est-ce que tu te considères comme étant féministe? Oui, sans aucune hésitation, oui. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas. Je remonte peut-être au début de mes études à l'université, tu sais. En travail social, en intervention, c'était vraiment quelque chose auquel j'accrochais pas, puis que je regardais un peu de loin là. On dirait que j'avais une expérience en intervention auprès des hommes, avec les hommes. Donc, tu sais, pour moi, le féminisme là, ça faisait pas réellement de sens. Par contre, là, c'est vraiment en rencontrant, tu sais, que ce soit des profs, des collègues qui, elles, étaient féministes, puis l'étaient très ouvertement, que ça m'a apporté justement une nuance. Tu sais, de voir que le féminisme, ben c'est pas parce que t'es féministe que t'es anti-homme ou que tu rejettes ou que tu dis que c'est seulement les femmes qui vivent des discriminations, que c'est seulement, tu sais. Il y a vraiment une nuance hyper importante. Puis avec le temps, en côtoyant ces femmes-là, ça m'a vraiment amené à dire OK, oui, c'est ça. Il y a plein de nuances, puis il y a plein de façons d'être féministe aussi. C'est un mouvement qui est hyper large, qui se contredit parfois souvent. Tu peux être deux personnes féministes et deux personnes qui ont oui des valeurs de base communes, mais qui vont pas s'entendre du tout sur plein d'aspects. Puis la manière aussi d'agir justement là, au sein du mouvement, tu sais, le militantisme versus tu sais, de prendre part au mouvement de s'allier, c'est différent aussi. Là. Tu sais, il y a plusieurs micro-mouvements, il y a plusieurs luttes. Tu sais, c'est hyper large. Fait que, tu sais, pour moi, il y a certaines luttes à lesquelles j'accroche très, très bien, puis d'autres beaucoup moins. Tu sais, on va pouvoir en parler. Tu sais, même la grossophobie, c'est une de ces luttes-là qui, parfois, est centrale, qui prend plein de place, puis d'autres fois, est un petit peu balayée, puis on n'en parle pas beaucoup au sein du féminisme, là, mais non, tu sais, oui, clairement, là, que aujourd'hui, là, je m'identifie comme féministe. C'est vraiment ce qui est au cœur de la recherche que je veux faire, de ce que je veux essayer de bâtir. Là. Parfait. Ben merci. Tu sais, c'est une très belle explication. Oui, très complète. On va y aller plus large un petit peu là, dans ta recherche. C'est quoi la grossophobie? Tu sais, on a une question de... Tu sais, elle se présente sous quelle forme? Y a-t-il des exemples de commentaires entendus qui sont anodins ou qui paraissent anodins, mais qui finalement ils ont un grand impact, là? Fait qu'on se demandait, c'est quoi la grossophobie en général? Ben, tu le nommes bien, tu sais que parfois ça peut être des commentaires anodins. Tu sais, c'est très large, la grossophobie, puis surtout que c'est omniprésent, c'est un peu partout.
Ça a vraiment plusieurs formes. Fait que parfois, c'est vraiment difficile. Parfois, c'est très, très clair. C'est très facile de reconnaître quelque chose qui est grossophobe, parfois un peu moins. Mais, tu sais, si je me campe un peu plus au niveau théorique, il n'y a pas de définition très claire encore. Tu sais, il y a plusieurs définitions qui parfois se recoupent, parfois disent des choses complètement différentes. Puis au niveau de la recherche, du moins, là, c'est encore assez contesté à savoir, bon, ben, comment on le définit puis comment on se positionne. Parce que, tu sais, quand on parle de grossophobie, oui, au niveau académique, dans les universités, on commence à en parler, un peu moins au Québec, beaucoup plus en Amérique du Nord. Mais c'est vraiment des recherches qui viennent du milieu militant. Fait que c'est vraiment les militants, les militantes qui ont commencé à parler de ça, puis parfois depuis des décennies. Puis peu à peu, bon, on commence à tenter d'étudier le phénomène. Mais tout ça pour dire que quand on parle de grossophobie, de façon générale, là, on s'entend quand même assez bien pour dire qu'on parle de la haine des personnes grosses, surtout des femmes, là, comme vous le nommiez tout à l'heure, là, c'est en vue à cause des normes de beauté, des normes de minceur, ça l'affecte souvent plus précisément les femmes. Mais c'est ça, c'est la haine des personnes grosses, puis de la grosseur de façon générale. Puis ça se fait sentir autant au niveau interpersonnel, tu sais, dans les relations entre les personnes, au niveau culturel, dans les médias qu'on consomme, dans toute notre culture, en fait, mais aussi au niveau structurel, donc dans les campagnes de santé publique, dans la façon qu'on va recevoir des services, un peu partout, comment notre société est construite, mais elle est construite sur des normes on sait qui sont sexistes, qui peuvent être racistes, qui sont grossophobes, et donc ça suit un peu dans cette veine-là. Puis ça, ça va découler dans des pratiques, dans des attitudes là qui sont discriminatoires, qui peuvent être oppressives aussi là, puis dans toutes sortes de sphères de vie. Qu'on parle justement, c'est dans le bureau du médecin, qu'on parle dans les relations amoureuses, au travail, à l'école, tout ça. Il y a plein de choses. Puis est-ce que tu as des exemples? Parce que là, tu disais justement que, comme on parlait un peu, là, les attitudes un petit peu anodines, des fois, mais qui finalement ont vraiment un gros impact sur l'oppression là, auprès des personnes grosses. As-tu des exemples, mettons, des fois, de je vais le mettre entre guillemets, mettons, de complimards, là, tu sais, de commentaires qu'on entend, mais qu'au final, ça sort de la grossophobie. Oui, c'est ça peut blesser l'autre personne. Ben, il y a au Québec, il y a Edith Bernier qui est journaliste puis qui a vraiment été l'une des premières à parler de grossophobie. Puis elle nous offre, elle a énormément de livres aussi, énormément. Elle a des livres qui commencent à sortir sur la question qui sont super intéressants. Mais elle offre en fait deux types de grossophobie que je trouve super intéressant. C'est vraiment facile à comprendre de cette façon-là. Mais elle parle de grossophobie qui est facile à identifier, de la grossophobie qui est évidente, puis de la grossophobie qui est un peu sournoise. Fait que quand on parle de grossophobie facile à identifier, ben il y a tout ce qui est évident, le fait d'associer la grosseur à quelque chose de négatif, le fait d'avoir une généralisation entière, d'assumer que la personne est paresseuse parce qu'elle est dans un corps gros, d'exclure les gens de la grosseur des représentations positives dans les médias, dans la mode, quoi que ce soit. Tu sais, ça, c'est quand même assez évident. Tout ce qui est aussi d'associer la grosseur à la laideur. Donc, tu disais, ben moi, c'est un choix personnel, mais tu sais, je trouve ça pas ça beau. Sans nécessairement se questionner que dans la vie, les choses qu'on aime, les choses qu'on trouve belles, ça vient de nos expériences, ça vient... puis, tu sais, si nos expériences viennent d'un monde qui est grossophobe, ben nos choix éventuellement puis nos désirs vont découler aussi de ces expériences-là qui sont grossophobes. C'est super subjectif. C'est le fait d'assumer. Ouais. C'est le fait d'assumer automatiquement la santé de quelqu'un juste en la voyant. Ça aussi, tu sais, c'est grossophobe. C'est pas le lien entre la santé et la grosseur. Tu sais, il y a un lien, mais il est beaucoup plus flou que ce qu'on croit. Mais le fait d'automatiquement assumer que la personne est diabétique, que la personne doit pas être en forme, qu'elle doit pas être incapable de faire des activités physiques parce qu'elle est dans un corps gros, ça aussi, ça compte là-dedans. Puis ça, c'est quand même des formes qui sont un peu plus faciles à identifier, là, comme je disais. Et quand on parle de quelque chose d'un peu plus sournois, ben comme vous le nommiez tout à l'heure, là, tout ce qui est les complimards, tu sais, une grossophobie qui est bien intentionnée. Tu sais, ça vient souvent de nos proches,
un peu un souci de tu sais, quand les gens me disent, bon, ben, je me soucie de ta santé, qu'on reçoit des commentaires, tu sais, des fois, on a tout pas vrai, mais tu sais, un proche qui nous envoie des conseils de diète de temps en temps, ou, tu sais, qui nous parle de, moi, j'ai essayé telle chose, j'ai perdu tant de livres. Ben, c'est comme, pourquoi c'est à moi spécifiquement que tu viens en parler quand je suis la seule personne grosse dans la pièce, tu sais. Donc, on est vraiment, tu sais, dans des commentaires sur le corps, sur les habitudes de vie, mais qui viennent d'une bonne intention. Tu sais, la personne se soucie de nous. Puis quand on est convaincu que la grosseur, ça amène des impacts sur la santé, qu'on est convaincu que la grosseur, c'est quelque chose de mauvais, on veut pas que nos proches soient gros. Fait qu'on essaie de les aider comme ça, mais c'est basé sur une conception de la grosseur qui est fausse. Ça renforce aussi là, les oppressions que peuvent ressentir les personnes dans un corps gros. Là. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, quand quelqu'un nous fait un commentaire, tu sais, sur une diète ou quoi que ce soit, ou tu sais, nous dit, ben, t'as un beau visage, tu sais, ou tu sais, j'admire ton courage de porter ce maillot de bain-là ou quoi que ce soit, tu sais, un moment donné, tu sais, je suis consciente que je suis dans un corps gros. J'ai pas besoin de constamment avoir les gens autour de moi qui me le rappellent, même si c'est subtilement. Tu sais, t'as tout aussi là, éventuellement de vivre dans ce monde-là, de recevoir ces commentaires-là à chaque jour. Tu sais, il y a tout ce qu'on appelle aussi la grossophobie qui est internalisée. Donc, le fait de considérer à la longue que sa propre valeur elle diminue au fur et à mesure que son poids augmente. De considérer qu'on serait, je serais tellement plus heureuse, je me sentirais vraiment mieux si je serais mince. Donc, toute cette idée-là, qui rentre en fait dans le culte de la minceur, donc c'est vraiment l'idée que mince égale meilleur. Mais éventuellement, à la longue, ça, c'est internalisé aussi par les personnes parce que, ben, ça teinte toutes les conversations, ça teinte toutes les interactions qu'on a, fait qu'à un moment donné, c'est des choses qu'on vient qu'à internaliser et à prendre pour acquis. Cette grossophobie-là. Puis c'est clair que, tu sais, aussi, ce qui est beaucoup sournois, c'est tout au niveau structurel, tu sais, que ce soit le fait qu'à partir d'une certaine taille, c'est vraiment difficile de s'habiller, c'est surtout, tu sais, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean encore plus comme dans une région éloignée ou une plus petite municipalité où il y a déjà pas beaucoup de choix. Toute la question aussi des structures, que ce soit dans les restaurants ou quoi que ce soit, tu sais, les sièges si t'as des appuis-bras qui sont pas nécessairement larges. Tu sais, moi, à un moment donné, il y a eu un moment où j'ai réalisé que, OK, les gens dans la vie sont pas obligés de réfléchir constamment à comment puis où qu'ils vont s'asseoir quand ils vont dans des lieux publics. Tu sais, mais tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, dans l'organisation des lieux, tout ça qui est des lieux qui sont pas faits, en fait, pour les corps gros, ben, à la longue, ça peut ramener l'image aussi que, bon, ben, on n'est pas voulu dans ces espaces-là, au final, pas ta place, parce que l'espace est possible. Ouais. Tu sais, ultimement, la grossophobie, oui, tu sais, là, j'en parle en termes d'oppression, de discrimination des personnes grosses, mais ça l'affecte tout le monde. Dans le sens où tout le monde, à un moment ou un autre de sa vie, peut prendre du poids, perdre les privilèges là, qui sont associés à la minceur. Mais tu sais, la grossophobie, c'est aussi toute la peur de devenir gros, de devenir gros. Donc, tu sais, toutes les personnes qui, de façon générale, sont dans un corps mince, mais qui font des diètes, qui maintiennent leur poids, qui sont vraiment dans un contrôle extrême par peur de prendre du poids, ben ça aussi, tu sais, ça rentre dans la grossophobie. Puis, tu sais, on y pense pas d'emblée. Moi, j'aurais... Non, c'est ça. C'est juste aller au cinéma d'une salle de spectacle, tu sais, si tu t'assois à côté d'une personne qui prend plus de place dans un siège, là, tu vas faire... Tu sais, moi, j'ai déjà vu ça, là, des personnes qui roulent les yeux parce qu'ils sont assis à côté d'une personne plus grosse, qui savent qu'ils vont, tu sais, avoir à se tasser, là, tu sais. C'est seulement, ben, c'est nos espaces, tu sais, puis le meilleur exemple, c'est dans les avions, tu sais, nos espaces sont tellement pensés à avoir le plus de personnes possible pour faire le plus d'argent possible qu'on réfléchit pas à, ben, il y a des personnes qui ont des corps différents qui ont des besoins qui sont différents. Non, exact. Puis vous irez écouter le podcast là, à plat ventre avec Louni. C'est sur audio, là, ça explique vraiment tu sais, la discrimination là, reliée
aux personnes grosses. On va le mettre en description aussi, Oui. là, le podcast, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Un peu comme on disait tout à l'heure, là, que les normes là, de beauté là, qui prônent la minceur touchent principalement les femmes. Là. J'imagine que c'est un peu dans cette optique-là, mais est-ce qu'il y a un lien là, qu'on peut faire entre le féminisme et la grossophobie? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu voulais élaborer à ce sujet-là? Ben, c'est clair. C'est dans les premières qui ont vraiment parlé de grossophobie, c'était souvent des féministes, justement, qui en parlaient parfois pas nécessairement de la bonne façon, dans le sens où les premiers textes féministes sur la grossophobie positionnaient la grosseur comme un symptôme ou une conséquence des violences qui sont faites aux femmes. Et ça mettait vraiment, en fait, l'idée sur sur les troubles alimentaires, tout ça, sur la prise de poids, sur le contrôle du poids, mais vraiment toujours dans une optique de diète et d'atteindre la minceur. Par contre, il y a des textes féministes hyper intéressants, justement, qui positionnent la grosseur, pas nécessairement comme un symptôme, mais juste comme un état d'être différent, et qui positionne vraiment l'idée de base de, peu importe ton poids, tu mérites le respect, peu importe le corps que tu as, peu importe ton genre, tu mérites le respect. Donc, ça s'accorde vraiment là-dedans. Puis comme tu le mentionnais, la grossophobie, ça n'affecte pas seulement les femmes, mais c'est clair qu'elles sont davantage soumises aux normes de beauté, aux normes de minceur, aux normes de jeunesse aussi qu'on a dans notre société. Ça apporte un contrôle important là, sur les corps. Vraiment l'idée que la valeur sociale est encore trop souvent là, liée à toute l'objectification, à toute la sexualisation des corps des femmes aussi. On a vraiment une société qui est bâtie sur le fait que les femmes, il est attendu d'elles qu'on désire la minceur à tout prix, mais en fait qu'on désire être en séduction par rapport aux hommes, qu'on veut être désirable, qu'on est là pour ça en fait. Aussi, il y a toute la question de la socialisation genrée qui, je vous apprends rien en vous disant qu'on nous met souvent dans des rôles de care, dans des rôles de prendre soin d'eux. Donc, il y a un peu plus d'attente envers les femmes de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur santé, de prendre soin du corps et de la santé des enfants aussi. Quand on parle d'un parent dont l'enfant est dans un corps gros, quoi que ce soit, c'est souvent, le blanc va souvent être mis à la mère parce qu'on s'attend de la mère à ce que ce soit elle qui prenne soin du corps et de la santé. C'est l'idée qu'on doit être douce, qu'on doit prendre le moins d'espace possible. Ça fait en sorte que le corps gros, il transgresse ces normes-là. Un corps gros, c'est pas un corps qui prend pas beaucoup d'espace, c'est pas un corps qui a l'air frêle, qui a l'air doux. Donc, c'est directement en lien avec les normes de la féminité aussi. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire là, par rapport justement là, au fait que souvent on demande aux femmes de prendre soin de son corps, de prendre soin de la santé des autres et de la sienne. Souvent on entend là, on propose un moyen pour prendre soin de soi, c'est mettons on va prendre un bon bain chaud, va faire tes ongles, tes cheveux, c'est encore centré sur le physique là, sur le corps là, donc. Soit répondre aux besoins de base, de se laver ou va te faire un bon repas chaud, mais ça reste qu'il faut que tu manges pour survivre, puis ça soit aux besoins de base ou à l'aspect physique, d'être belle puis de plaire, là, tu sais. Il y avait une étude en 2011 qui a été faite qui était super intéressante. Je vous enverrai le lien, là, mais ça mettait vraiment l'effet, ça parlait de certaines discriminations, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau scolaire, dans les médias, même si dans le système de santé, dans les relations de couple, tout ça, il y avait vraiment beaucoup d'éléments comme ça. Puis eux, ils ont analysé énormément d'études, puis sont arrivés à la conclusion que, de façon générale, les femmes grosses vivent davantage de discrimination que les femmes minces dans ces lieux-là, mais elles vivent aussi davantage de discrimination que les hommes gros dans ces mêmes milieux-là. C'est un peu ce qu'on va parler aussi tout à l'heure là, au niveau de l'intersectionnalité, là, le fait de c'est comme une vulnérabilité supplémentaire là, qui pas une vulnérabilité, en fait un facteur supplémentaire qui rend la femme encore plus vulnérable là, qu'elle l'est en étant femme. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Ouais, on comprend. 100%. Tu as fait ton projet de recherche sur les femmes en situation de handicap. C'était quoi tes motivations initiales là, à faire ce projet de recherche-là à ce sujet?
Puis même celui que tu vas entamer aussi là, dans les prochains temps. Là. Sur la violence sexuelle. Ouais. Ben moi, en fait, j'ai eu la chance là, tu sais, dès que je suis rentrée à l'université, de pouvoir travailler dans des projets en violence faite aux femmes, puis des projets, en fait, de recherche qui étaient hyper militants. Tu sais, moi, j'ai quitté la psycho parce que je voulais pas, tu sais, devoir faire de la recherche pour, tu sais, aller au doctorat ou quoi que ce soit. Tu sais, le doctorat, c'était vraiment pas un plan là, dans ma tête. Ouais, en arrivant en travail social, j'ai remarqué que la recherche, ça peut être aussi hyper militant. Ça peut vraiment se faire, tu sais, en partenariat dans les communautés avec les personnes directement. Puis, ultimement, c'est des projets qui ont vraiment, on a vraiment le désir de pouvoir changer les choses en travaillant avec les communautés. Puis ça m'a vraiment, vraiment beaucoup accroché. Puis moi, de mon côté, dans ces projets-là, souvent, j'ai aussi un background un peu en physiothérapie. J'ai vraiment changé beaucoup de projets d'études là dans polyvalente au bout. Mais tu sais, la question du handicap, ça m'intéressait vraiment, vraiment beaucoup. Puis en travaillant dans des projets, bon, on rencontrait plusieurs femmes, mais souvent, on parlait pas nécessairement de leur santé ou des conditions de santé qu'elles pouvaient avoir. Fait que moi, souvent, sur ces projets-là, je m'intéressais un petit peu plus à ça. En vivant en région aussi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, la question depuis, je m'étais, dans mon mémoire, je m'étais intéressée un peu plus particulièrement à la fibromyalgie. Puis, tu sais, moi, dans mon cas, c'était, bon, ben, c'est un syndrome qui est invisible, qu'on parle pas beaucoup, et que les femmes, quand elles vivent avec ça, elles sont pas crues, de façon générale. Puis ça m'interpellait beaucoup de pouvoir donner la parole puis d'essayer de travailler avec ces femmes-là. Puis éventuellement, pour le doc, je me suis dirigée un peu plus au niveau de la grossophobie. Oui, encore dans ce désir-là de parler de violence faite aux femmes, tu sais, de pouvoir changer les choses dans ce sens-là, mais c'est vraiment pendant la pandémie où j'ai découvert justement certains, des podcasts qui parlaient justement de la question de la grossophobie. Ça m'a vraiment rejoint au niveau de la colère, dans le sens où il parlait, ces femmes-là, puis j'ai tout découvert un monde militant après ça, là, mais vraiment la colère, puis le sentiment d'injustice. Puis un des souvenirs assez frappants qui me revient pendant la pandémie, c'est quelque chose de grave qui se passait. Il y a des gens qui perdaient leur emploi, qui perdaient des proches sans même pouvoir les voir, quoi que ce soit. Puis tu sais, ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, puis même dans mes proches, tu sais, c'était toutes les images de, bon, ben, dans 3 mois, on va sortir puis on va tout avoir du livre de plus. Puis, tu sais, moi, j'en revenais pas que, il y a des gens qui meurent, puis la plus grande peur de certaines personnes, c'est de me ressembler. Ça faisait aucun sens pour moi. Tu sais, plus j'en apprenais sur la question de la grossophobie, plus, tu sais, cette colère-là était davantage, puis elle s'est davantage tournée vers le système, puis vers cette injustice-là, puis me dire, ça n'a vraiment pas de bon sens, plutôt que une colère puis une haine, en fait, qui était dirigée envers moi puis envers mon propre corps, parce que, tu sais, j'ai grandi dans un corps gros, donc j'ai assimilé éventuellement cette colère-là puis cette haine de mon propre corps, mais là, en apprenant sur la grossophobie, je sentais que la colère, elle se dirigeait vers autre chose. Puis pour moi, tu sais, la colère, c'est vraiment un moteur hyper puissant, tu sais, dans le sens où c'est pas ma seule motivation, mais je dis souvent la blague, ben, tu sais, au lieu de mettre le feu à des poubelles puis de tirer des roches dans des vides, ben, je vais faire un doctorat, je vais faire de la recherche, puis on va essayer de créer quelque chose pour changer les choses. T'sais. D'être plus proactive, là. Puis ça encourage aussi la mobilisation puis le changement. Puis c'est quand même plus simple de tirer des roches dans une fenêtre. On va s'entendre. Quand même. Mais en même temps, je peux être ici, je peux faire de la recherche. C'est aussi, tu sais, parce que j'ai eu un réseau qui était formidable. J'ai eu toutes les chances du monde aussi pour me rendre là. Puis j'espère, tu sais, au sein de mes projets, ben pouvoir aller rejoindre d'autres militantes, pouvoir aller rejoindre d'autres femmes qui, tu sais, ont envie de parler, qui ont envie, tu sais, de pouvoir libérer leur parole, en fait. Justement, en lien avec tes projets de recherche, là, est-ce que, je sais pas, là tu les commences, hein? Je pense ton projet, justement, de doctorat, là, au niveau des violences sexuelles, là. Oui, ben je suis quand même assez avancée au niveau
théorique, je dirais. Puis, tu sais, quand on parle tu sais, de grosseur, comme je disais, ça vient souvent du militantisme. Fait que oui, au niveau théorique, il y a des choses, mais c'est beaucoup aussi dans le témoignage, dans le blog, donc, puis, tu sais, je suis capable aussi de faire des liens avec mon expérience personnelle, mais j'ai pas encore nécessairement démarré la phase où je démarre le projet en tant que tel, d'aller rencontrer les femmes, d'aller vers l'avant. OK. Mais mettons, en fonction, là, justement, des connaissances que tu as, là, jusqu'à aujourd'hui, quel genre de violence sexuelle, là, qu'une personne grosse peut subir, là, justement, selon toi? Puis est-ce qu'on peut affirmer qu'elles sont plus vulnérables à être victimes de cette forme de violence-là, selon toi? Ben, en fait, ce que la recherche nous dit, tu sais, une des motivations aussi à spécifiquement aller travailler sur la grosseur et les violences sexuelles, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose, dans le sens où, quand on parle de violences sexuelles, il y a peu d'études qui, tu sais, oui, on va regarder en fonction du genre, en fonction de l'âge, en fonction du handicap, en fonction de plein de choses, mais c'est rare qu'on va considérer le poids, en fait. C'est rare qu'on va demander aux personnes, que ce soit dans un questionnaire, que ce soit dans une entrevue, quoi que ce soit, c'est rare qu'on va noter le poids de la personne. Fait qu'on peut, tu sais, les grandes enquêtes là sur les violences sexuelles, on n'a pas de données en fonction du poids de la personne. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une femme, quand elle est à l'intersection de plusieurs oppressions, elle va vivre des violences là qui sont spécifiques à ces intersections-là. Puis en plus, de façon générale, elle a plus de risques, je pourrais dire, d'être discréditée quand elle va nommer puis quand elle va dénoncer des violences. Tu sais, ce qu'on sait justement, c'est que les violences sexuelles envers les femmes grosses, souvent elles vont avoir toute une dimension grossophobe aussi, dans le sens où ça va venir avec des insultes sur le poids. Puis tu sais, oui, dans une agression en tant que telle, mais tu sais, même avant, par exemple, quelqu'un qui va flirter ou quoi que ce soit, puis dès qu'il va recevoir un refus, va être tout de suite dans l'insulte sur le poids, va tout de suite être tu sais, de toute façon, tu sais, il y a personne qui voudrait toi de toute façon. Fait que tu sais, cette idée-là, ce chantage-là, en fait, qui laisse croire qu'à cause du poids, la personne, en fait, elle a pas de chance ailleurs. Il y a personne d'autre qui la désirait, quoi que ce soit. Ben, tu sais, ça tape fort parce que, comme je dis, tu sais, on grandit dans un monde grossophobe. Fait que, tu sais, on grandit dans un monde où on n'a jamais vu de personne avec notre corps être l'objet de désir, être le personnage principal dans un film romantique. Fait que, tu sais, cette idée-là à cause de mon poids, je mérite pas d'affection, je mérite pas de désir. Donc, je vais prendre ce qui passe, puis je vais, tu sais, parce que c'est peut-être la seule occasion que j'aurai d'avoir de l'affection. Puis là, je le dis de façon très crue, là, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais tu sais, éventuellement, ça vient qu'à être intégré. Donc, tu sais, ça peut mettre plus à risque dans le sens où il y a le risque d'accepter, de consentir, je dirais, puis avec des très, très gros guillemets, là, de consentir à davantage de gestes, davantage de propos, davantage de comportements qui, dans un autre cas, on consentirait pas ou on n'aurait pas envie. Mais étant donné qu'on est dans la dynamique de si je dis non à ça, il y aura peut-être personne d'autre qui va repasser après parce que à cause de mon poids, je suis pas attirante, je suis pas ci, je suis pas ça. Ça peut amener ça. Fait que tu dirais qu'il y a un seuil de tolérance plus élevé à la violence sexuelle étant donné qu'ils sont dans un corps gros. OK. Puis, ce qu'on sait aussi, c'est que en lien avec c'est quelque chose qui peut arriver aussi en lien avec l'estime de soi, l'estime personnelle. Puis encore une fois, je suis pas en train de dire que toutes les personnes grosses ont pas d'estime de soi, quoi que ce soit, mais c'est vraiment difficile d'aimer son corps quand on vit dans un monde qui nous rappelle constamment qu'on devrait le détester puis qu'on devrait le changer. Puis que tu sais que t'es comme encore, entre guillemets, hors des normes, justement, là, qui sont... C'est ça, puis tu sais qu'on n'a jamais vu de représentation positive de la sexualité où il y a quelqu'un qui a notre corps. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit, en fait. Puis d'un autre côté, quand on va chercher de l'aide, puis qu'on est dans un corps gros, bien, si on est encore, tu sais, dans la société, dans une idée que les violences sexuelles, c'est une question de sexe, c'est une question de désirabilité et non une question de contrôle.
ben on va être encore dans ces dynamiques-là, dans le sens que ça va être peut-être être difficile de se faire croire, justement, parce qu'on va juger que c'est, tu sais, si c'est improbable qu'elle soit victime, parce que c'est improbable que les personnes soient attirées envers elle. Ouais. C'est un peu dans ces dynamiques-là de pourquoi la personne aurait, tu sais, pourquoi l'agresseur aurait une sexualité avec cette personne-là, alors qu'il pourrait avoir une sexualité avec une femme mince, une femme attirante, entre guillemets. Est-ce que les recherches arrivent justement à déconstruire ces freins-là que peuvent ressentir les personnes là, justement dans un corps gros? Parce que tu sais, si tu le nommes aujourd'hui, ça doit être parce que justement, tu sais, c'est des faits qui ont été tirés des recherches. Puis je peux pas me positionner au niveau de la recherche, mais tu sais, de plus en plus, c'est clair qu'au niveau militant, c'est beaucoup dénoncé, même dans des organismes comme les CALAX, les centres d'aide et de lutte en agression à caractère sexuel. Tu sais, la question de la grossophobie, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Puis de façon générale, là, dans la société, on pense de plus en plus à la grossophobie, puis on en parle de plus en plus. Fait que, tu sais, ça tend à changer, ça, c'est clair. On n'est pas encore tout à fait là. Puis, tu sais, en fait, qu'on sait aussi, tu sais, au niveau des études, comme je disais, il y en a pas énormément, il y en a pas beaucoup qui analysent le poids nécessairement, parce que c'est encore tabou de parler de poids, c'est encore associé à quelque chose de négatif. Tu sais, même, moi, j'utilise le mot gros, le mot grosse, dans le sens où j'essaie de l'utiliser comme un terme neutre, puis d'essayer de me réapproprier cette insulte-là aussi que, tu sais, j'ai vécu toute mon enfance, toute mon adolescence, tout, tu sais, comme une insulte. Ben, pour moi, aujourd'hui, j'essaie de reprendre ce mot-là, mais ça reste encore quelque chose de tabou. Puis, tu sais, quand on parle de violence sexuelle, il y a même des études là, qui commencent à sortir qui analysent un peu le niveau de sympathie qu'on a envers un agresseur, qu'on a envers une victime, dépendamment c'est qui cet agresseur-là, puis c'est qui cette victime-là. Tu sais, par exemple, lui mettre en exemple quand c'est un couple, quand c'est un agresseur, par exemple, en situation de handicap, une femme, tu sais, on met plein de scénarios comme ça. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une plus grande sympathie envers l'agresseur quand la victime, c'est une personne qui est dans un corps gros. Donc, tu sais, ces études-là peuvent pas dire hors de tout doute c'est quoi les causes pour ce niveau de sympathie-là. Mais ce qu'ils ont comme hypothèse, c'est justement cette idée-là de avoir un peu plus de sympathie envers ces agresseurs-là parce que, puis tu sais, je dis hommes en guillemets parce qu'on sait que dans une très grande majorité des cas, les agresseurs sont des hommes, mais on sait qu'il y a plus de nuances que ça. Mais tu sais, on a une plus grande sympathie parce que, bon, ben ces hommes-là ont donné de la sexualité à ces femmes-là et elles devraient être reconnaissantes d'avoir cette sexualité-là. Même lorsque la sexualité, même lorsque c'est vécu comme une violence, c'est pas désiré. T'sais. C'est assez rough matin. Ouais. Donc, ultimement, comme toutes les femmes, en fait, il y a toute une question de honte, il y a toute la peur aussi de pas être crue, la peur de, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer quand je vais dénoncer? Puis que ce soit une dénonciation, tu sais, dans un processus formel à la police, que ce soit une dénonciation auprès des proches, tu sais, il y a tout le temps la peur que ça explose, la peur de pas être cru, puis beaucoup de honte. Mais en plus, tu sais, il y a tout le temps souvent le processus de les victimes qui dénoncent, elles sont scrutées à la loupe, puis on essaye toujours de trouver le bobo, puis qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on les croira pas. Mais tu sais, en plus, quand on est dans un corps gros, on est toujours à la fois tellement invisible à cause de notre grosseur, mais à la fois tellement hyper visible, dans le sens où, tu sais, je veux dire, on peut pas le cacher, tu sais, c'est pas parce que je vais porter du linge noir puis des barres sur mon chandail de tel sens que magiquement les gens vont me regarder puis vont penser que je suis mince, tu sais. Donc cette peur-là d'aller de l'avant vers une dénonciation, ça vient aussi avec le fait, ok, là, je vais être pratiquement observée à la loupe. Puis il y a certaines personnes qui aiment pas ça. Puis heureusement qu'il y a des organismes aussi, comme tu nommais tantôt, là, pour limiter ces impacts-là des freins que peuvent ressentir ces personnes. Oui, de façon générale, les organismes féministes sont hyper aidants. En fait, pour toutes les femmes, là, puis ils travaillent vraiment de plus en plus justement dans une visée intersectionnelle de reconnaître que oui, on est toutes des femmes, mais on vit toutes des choses différentes en tant que femmes. Puis
faut pas nous prendre de façon unique puis avec une seule façon qui va fitter pour tout le monde. Tu sais, nous, on se demandait, là, puis un peu avec ce que tu dis, là, donc est-ce que tu es en mesure, mettons, d'affirmer, selon toi, que le poids fait partie des inégalités quand on parle d'intersectionnalité, là, puis d'expliquer un peu, justement, le concept? Ben, pour moi, sans hésiter, c'est clair que j'y vais sans hésiter, là. T'sais, moi, c'est clair que même dans mes projets, l'intersectionnalité, c'est quelque chose qui est au cœur parce que ça demeure une théorie qui veut allier à la fois la pratique et la théorie, puis en même temps déconstruire un petit peu les catégories sociales, puis de voir les femmes dans leur globalité, dans leur ensemble. Fait que, pour moi, c'est clair que quand on parle de grossophobie, on peut parler d'intersectionnalité, on peut voir la grossophobie comme un rapport de pouvoir qui va désavantager, qui va stigmatiser, qui va apporter de l'exclusion, de la marginalisation. Au même titre là, que tous les autres rapports de pouvoir là, dans notre société. Comme tous les autres rapports de pouvoir, en fait, quand on parle de grossophobie, on n'est pas passive face à la grossophobie. On ne va pas seulement la vivre, la subir. On n'est pas seulement des victimes, entre guillemets, de ce rapport de pouvoir-là. On va y résister, on va y lutter quand c'est possible. Là. Parfois, c'est pas toujours possible là, de pouvoir lutter contre ces rapports de pouvoir-là. Mais c'est ça, on va vraiment négocier avec la grossophobie. Puis comme je disais, c'est dans toutes les sphères de vie. Fait que on n'est pas nécessairement passive là, face à la grossophobie. Par contre, quand on parle de grossophobie et d'intersectionnalité, ça fait encore beaucoup débat, dans le sens où même si on regarde au Québec, tant en recherche qu'au niveau militant, là, quand on parle d'intersectionnalité, c'est rare qu'on va considérer le poids. Okay. On va parler, on va parler de handicap, on va parler de race, on va parler d'immigration, on va parler de toutes sortes de choses, on va inclure toutes sortes d'expériences de vie, mais c'est rare qu'on va considérer le poids en tant que tel. Et plus largement, au niveau du mouvement féministe, comme je disais, il y a plusieurs mouvements, plusieurs façons de voir les choses, puis en fait, c'est ancré aussi là dans une culture qui est grossophobe. On prend pas nécessairement le temps de déconstruire sa propre grossophobie, mais ça se peut que dans le mouvement dans lequel on s'inscrit, il y ait des attitudes, il y ait des réflexes qui le sont. Il y a beaucoup de belles initiatives là, féministes qui considèrent la grossophobie. Par contre, pour certaines, il y a une réticence à considérer le poids comme une oppression parce que si on considère le poids comme étant quelque chose qui est 100% contrôlable par la personne, qui découle juste des habitudes de vie, que si quelqu'un mange moins et bouge plus, automatiquement va être mince, il y a une réticence à considérer le poids comme une oppression parce que tu peux pas avoir une oppression que c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là. Ouais. Donc, mais par contre, quand on déconstruit que le poids, c'est pas un comportement, le poids, c'est pas quelque chose. Oui, on a un certain contrôle là-dessus, mais pas à 100%. Ouais. Mais là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de l'intégrer dans l'intersectionnalité, par exemple. Puis, j'ai aimé parce que, c'est un peu une donnée, là, on va pouvoir mettre aussi la source en description, là, mais on sait qu'il y a près de, il y a environ 9 personnes sur 10 là, qui essaient de perdre du poids puis qui finissent par le reprendre là, au bout de 5 ans. Là. Donc, j'aime le fait que est-ce que c'est totalement un choix, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est hors de leur contrôle à un certain point. Là. Non, c'est ça. Puis, ultimement, la grossophobie, puis, je pourrais jamais dire que le poids a aucun impact sur la santé. Ça, ça, il y en a. Est-ce qu'il y en a autant que ce qu'on pense? Je crois pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la grossophobie, ça a de l'impact sur la santé aussi. L'impact du stress qui est vécu au quotidien, d'être dans un monde où ça se peut que constamment quelqu'un t'amène soit un compliment, soit un peu quelque chose qui ressemble beaucoup à une insulte ou d'être dans des espaces dans lesquels tu ne fites pas. Ce stress-là au quotidien, ça a des impacts. Ce que les études nous disent, c'est que quand les personnes nomment qui vivent la stigmatisation en lien avec leur poids, ça a le plus d'impact sur les facteurs de santé que
les comportements alimentaires de ces personnes-là. Donc, peu importe c'est quoi tes habitudes alimentaires, si tu nommes vivre la grossophobie, c'est ça qui a de l'impact. Exact. Puis la même chose que, tu sais, t'as d'autres études aussi qui nous disent que, plus la différence entre le poids réel d'une personne puis son poids idéal est grande, donc, tu sais, plus pour toi, tu veux changer, tu veux perdre du poids, quoi que ce soit, tu sais, plus ton image corporelle est négative dans le sens, plus tu veux changer ton corps, encore une fois, plus il y a des indicateurs de santé qui sont dans le négatif. Donc, tu sais, ça, peu importe ton poids, tu sais, une personne grosse qui veut perdre du poids, qui veut devenir dans un corps mince, ça a des impacts au même titre qu'une personne mince qui voudrait devenir encore plus mince. Ça, c'est la même chose pour la personne, peu importe son poids, là, de vouloir vraiment changer, de vouloir perdre du poids, ça a de l'impact. Tu sais, quand on parle de diète, quand on parle de quoi que ce soit, tu sais, oui, changer ses habitudes de vie, c'est bon pour tout le monde. Tu sais, peu importe ton poids, avoir des saines habitudes de vie, que ce soit au niveau de la nourriture, de l'activité physique, du sommeil, du stress, quoi que ce soit, c'est bon pour tout le monde. Mais quand on est dans un objectif de uniquement vouloir perdre du poids, quand notre seul objectif, c'est de perdre du poids, on peut vraiment le faire de façon hyper dangereuse, que ce soit avec des comportements qui ressemblent à du trouble alimentaire, que ce soit même, par exemple, le fait de porter une gaine à long terme, ça peut être hyper dangereux au niveau des nerfs, tout ça. Donc, tu sais, quand on est dans une société qui valorise la minceur à tout prix, qui dit que tu peux pas être en santé à moins d'être mince, ça fait en sorte qu'à la longue, les personnes visent la minceur. Puis quand on vise la minceur à tout prix, on peut se mettre en danger. On peut se mettre en danger. Puis si on change nos habitudes de vie de la bonne façon, puis qu'on ne perd pas nécessairement ce poids-là, ça va nous décourager. Puis on est à risque de perdre les bonnes habitudes de vie qu'on a mis parce qu'on n'atteint pas notre objectif qui est inatteignable, en guillemets. Puis c'est tellement un côté de la médaille qu'on n'entend pas souvent, là, tu sais, quand on parle de poids, c'est comme tu disais, on entend souvent là, les enjeux liés au poids sur la santé, mais ce que tu viens d'expliquer, on l'entend vraiment rarement. Là, donc, je trouve ça vraiment intéressant que tu le partages. Puis en tant que parent, là, quelles sont les attitudes négatives qu'on pourrait adopter sans mauvaise intention qui maintiendraient la culture des diètes? Puis tous les commentaires aussi issus de la grossophobie. On dirait que j'aurais envie de tourner ta question un peu plus au niveau des attitudes aidantes, parce que dans le sens où je pense que des mauvaises habitudes, on pourrait se perdre dans le nombre d'exemples qu'il peut y avoir. On va y aller plus positivement, c'est bon. D'être optimiste. Mais tu sais, même en mettant toutes les bonnes habitudes du monde en place, je dirais jamais assez qu'on demeure, tu sais, dans un monde qui est grossophobe. Fait que tu sais, oui, on peut avoir créé un espace qui est hyper sécuritaire à la maison, puis dans lequel notre jeune il se sent hyper confortable, hyper bien. Mais après ça, ce jeune-là, malheureusement, tu sais, va aller à l'école, va consomme des médias, joue à des jeux vidéo, quoi que ce soit, puis va peut-être vivre la grossophobie ou va être témoin de comportements grossophobes. Tu sais, que cet enfant-là soit mince ou dans un corps gros, il peut être sujet de ces comportements-là. Mais c'est clair qu'une des premières choses à faire, puis ça, peu importe là qu'on soit dans un corps mince, qu'on soit dans un corps gros, en fait, c'est d'essayer. Ça, c'est en tant que parent, mais en tant que, tu sais, même en tant qu'intervenant, en tant que n'importe quoi, de déconstruire sa propre grossophobie, c'est déjà un énorme pas, mais un premier pas quand même. Donc, tu sais, de se poser les questions de c'est quoi mes réactions quand je vois, c'est quoi mes pensées, c'est quoi qui arrive quand quand je pense à une personne grosse, quand je vois une personne grosse manger, quand je la vois faire du sport, quand je la vois faire quoi que ce soit. C'est quoi mes pensées? Est-ce que c'est constamment négatif? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que j'ai le besoin tout le temps d'encourager puis de dire des compliments à une personne grosse quand elle s'entraîne, alors que j'ai pas ce comportement-là envers les personnes minces? Parce que oui, c'est bienveillant d'encourager, mais ça demeure que, tu sais, on encourage quelque chose quand on le fait seulement envers les personnes grosses. Tu sais, ça découle de quelque chose d'un peu plus interne. Puis,
tu sais, de se poser la question aussi, ben moi, c'est quoi mon rapport, c'est quoi mon lien avec mon propre poids, c'est quoi mon lien avec la culture des diètes, avec le fait de, puis tu sais, aujourd'hui, on parle plus de diète, on parle souvent de changement, de mode de vie. On parle souvent de mode de vie. Le mot diète est beaucoup moins populaire quand on parle de poids. Mais tu sais, même quand on est avec nos enfants, ben comment je parle de mon propre corps, comment je parle de mon propre poids, comment je parle de mes habitudes de vie aussi à mes enfants. Est-ce que quand je parle de sport, est-ce que quand j'encourage à faire du sport, quand j'encourage à manger sainement, est-ce que je le fais tout le temps en parlant de poids? Est-ce que tu sais, je dis bon ben on va mentir, on va faire on va faire tel sport, ça va nous maintenir en forme, ça va nous maintenir en santé, ça va nous maintenir mince. Est-ce qu'on parle de minceur ou on parle de santé? Puis c'est aussi de voir au-delà de la minceur, au-delà de la santé, tu sais, le sport, l'alimentation aussi, ça a plein d'autres fonctions. Tu sais, on peut faire du sport juste pour le plaisir, puis pas nécessairement dans une idée de vouloir être en santé ou de vouloir être mince. Donc, tu sais, c'est de regarder un peu plus, justement, ben, comment ça se passe quand je parle de poids? Comment ça se passe quand je parle de mon propre corps face à mes enfants? Parce que, tu sais, nos enfants sont là, ils nous regardent puis ils reproduisent les choses qu'on fait, ça, c'est clair. Tu sais, il y a aussi, comme je disais, ben, on est dans un monde dans lequel il y a beaucoup de grossophobie. Donc, tu sais, c'est de regarder. Tu sais, malheureusement, il y a beaucoup de contenu pour enfants qui a plein de messages subtils qui, quand on prend le temps de les analyser, tu sais, ça s'inscrit un petit peu dans cette culture-là. Tu sais, si on regarde, par exemple, juste l'exemple dans, tu sais, tous les films de Disney, quoi que ce soit, souvent, les personnes grosses qui sont représentées, c'est soit des méchants, tu sais, c'est souvent soit des méchants ou des personnes un peu, tu sais, un peu idiotes, un peu naïves, un peu, tu sais, c'est rarement un personnage qui est valorisé, un personnage qui est positif, puis auquel il n'y a que des qualités, tu sais. Contrairement, par exemple, aux princesses qui sont hyper minces, qui sont, tu sais. Donc, encore une fois, là, c'est très subtil, mais ça demeure que ça renvoie l'image que la grosseur est uniquement associée à des personnes qui sont négatives, entre guillemets. Donc, tu sais, oui, on peut essayer de choisir son contenu dans lequel, bon, il y a une diversité des corps. Tu sais, là, je parle de la grosseur, mais une diversité des corps de façon très large. Ou encore, tu sais, tenter de démystifier certaines choses là avec son enfant quand on est face à ce genre de contenu-là. Il y a aussi, tu sais, avec les proches, parfois, c'est pas toujours évident. Tu sais, parfois, oui, on essaie de construire des choses dans notre famille, quoi que ce soit, mais on a une tante, un oncle qui arrive et qui fait un commentaire sur le ventre de l'enfant, qui fait un commentaire sur le fait qu'il a pris du poids, quoi que ce soit. C'est pas évident quand c'est des proches parce qu'on tient au lien, on tient à ce que ça se passe bien, mais de mettre des limites, c'est de montrer de prendre position aussi. Que ce genre de commentaires-là sont inacceptables. Ça montre aussi un exemple à notre enfant, en plus de le protéger de ces commentaires-là. Et ultimement, ben, c'est vraiment de nous rappeler aussi à nous qu'on a de la valeur, puis qu'on mérite l'amour, qu'on mérite le respect, peu importe le corps qu'on a. On mérite cet amour puis ce respect-là. 100%. Vraiment. Puis on l'entend souvent là, auprès des enfants, là, des commentaires comme souvent... ça va tout dans tes fesses, ça va tout dans ta métier. C'est ça associé à une insulte. Ben vraiment, merci beaucoup, Julie, là, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Puis même moi, ça m'a fait prendre une grande prise de conscience pour vrai. Là. On dirait que je reste accrochée au film Disney sur lequel je m'étais jamais vraiment... Poser de questions. Ouais, poser de questions. Là. Ben, il y a bien plein d'autres choses qui m'ont interpellée aujourd'hui, mais... Je sais pas si c'est parce que j'étais une fan de Disney, mais en tout cas, bref, j'ai fait une grande prise de conscience, donc j'espère en fait que ça va être comme ça pour les auditeurs, auditrices. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Là, c'est super intéressant, puis on va rester à l'affût là, de... On va mettre, c'est ça, des statistiques là, en description pour les auditeurs. Est-ce que tu as aimé ta première expérience de podcast, Julie? Je veux dire, je pouvais pas mieux demander là, de le faire dans un environnement qui est féministe puis qui est safe comme ça, donc... c'est super, parce que, tu sais, parler de grossophobie veut pas,
surtout quand tu es dans un corps gros, c'est hyper vulnérable. C'est dans le sens où il y a des lieux dans lesquels ça se passe très bien, puis tu sais, c'est comme aujourd'hui, tu sais, c'est hyper safe, hyper doux. Puis tu sais, il y a d'autres milieux dans lesquels je me pose un peu plus la question, puis c'est peut-être plus confrontant là, avec les idées, ouais. Ouais, puis tu sais, des fois je me permets de faire un petit peu plus de détours pour parler de certaines choses parce que j'ai pas tout le temps envie de recevoir des commentaires désagréables sur ce que je fais ou quoi que ce soit, là. Et pourtant, tu devrais vraiment pas, en fait, là. C'est ça. Oh, oui, mais tu sais, vu que ça me touche aussi personnellement, ce contenu-là, des fois, il y a des journées que... C'est plus en réaction à l'intervention, là, ouais. Fait que merci encore beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui, là. Merci à vous deux. Donc, merci d'avoir été parmi nous aussi, là, à tous les auditeurs et auditrices. On va se revoir dans un prochain épisode là, de Fidèle au poste. Bye. Merci beaucoup. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.